Nous avons le grand privilège ce soir de recevoir Pierre Birnbaum pour parler de son dernier livre, La leçon de Vichy. Pierre Birnbaum est sociologue et historien. Il a commencé sa carrière en se penchant beaucoup, en travaillant beaucoup sur la sociologie de l'État, en forgeant la notion d'État fort, le concept d'État fort pour la France, sur lequel on va revenir au cours de la discussion. Il a ensuite beaucoup travaillé sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le populisme. Il s'est ensuite de plus en plus résolument, ce qu'il explique d'ailleurs dans ce livre et qu'on verra aussi probablement, tourné vers les rapports entre les Juifs et la République, les Juifs dans l'appareil d'État de la République. On lui doit notamment le livre « Les fous de la République » et ce concept aussi, également appelé celui des Juifs d'État, c'est-à-dire des Juifs qui ont passionnément servi la Troisième République. Il a aussi plus récemment écrit une biographie de Léon Blum. Et on lui doit aussi un livre, un très beau livre, dont le sujet a trait à Metz, donc pas loin d'ici, et à une affaire de soi-disant meurtre rituel, l'affaire Sylvain Lévy. Raphaël, mais c'est presque pareil. Raphaël Lévy. Raphaël Lévy. Je crois que j'ai cité le nom de quelqu'un d'autre, en fait. Qui s'est déroulé à Metz au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de la leçon de Vichy, dont le titre est une histoire personnelle. Alors, c'est une histoire personnelle parce que Pierre Birnbaum, il raconte comment, dans son enfance, il a été traqué par l'appareil d'État français, caché par des agriculteurs français dans un village des Hautes-Pyrénées, au Mex. Mais ce livre est aussi une réflexion sur la mémoire et sur l'histoire de la part d'un témoin de cette histoire qui se trouve aussi être un chercheur. Donc c'est aussi une réflexion sur la subjectivité dans les sciences. C'est une sorte de... je crois que ce qu'on développe, ce qui est développé, c'est une sorte de syndrome de Vichy appliqué à une vie, en l'occurrence à une vie de chercheur. Et donc, ce qu'il y a de bouleversant, c'est notamment l'expérience vécue dans l'enfance, mais c'est aussi le dialogue que Pierre Birnbaum entame avec lui-même à différents âges de sa vie. Et au bout du livre, on a l'impression que celui-ci est porté par une question lancinante qui serait comment être à la fois juif et français dans un État qui est à la fois l'héritier des Lumières et de Vichy. Et je vais commencer l'entretien en vous posant cette question qui est quand êtes-vous né et qu'est-ce qui fait que votre trajectoire est dès le début intimement liée à celle de l'État français? C'est assez bouleversant d'être ici, dans le contexte actuel, mais également d'être ici pour parler de ce livre. Et je voulais remercier évidemment les organisateurs qui m'ont invité avec tant de bienveillance et qui se sont occupés de moi avec tant de soucis, tant de précautions tout au long de ces dernières semaines. Alors, pour répondre à la question que vous me posez, je suis un vieux monsieur, un vieux bonhomme, puisque je suis né donc quelques jours après la naissance de Vichy, du régime de Vichy lui-même. Et au fond, pour anticiper déjà la discussion que nous allons avoir, si ce livre a un intérêt, c'est de lire à travers ce livre une sorte d'effort pour se prendre soi-même comme un objet d'histoire. C'est-à-dire se regarder soi-même à travers non pas une subjectivité, non pas à travers un récit de mémoire,
pour essayer de se distinguer de ce que l'on fait beaucoup, mes collègues en France, c'est-à-dire les récits d'égo-histoire, Pierre Nora, Mona Ozouf, Michel Perrault, ont tous écrit au fond des récits de leur vie qu'ils ont, mais ce sont des récits imaginés de leur vie, dans ce très beau livre dirigé par Pierre Nora il y a quelques années. Alors là, au fond, ce qui est le pari qui est proposé dans ce livre, et je crois que personne ne l'avait tenté avant moi, ce n'est pas un scoop, mais c'était un pari, c'était de faire ce même travail, mais à partir d'un matériel d'histoire, un matériel archivistique aussi incontestable que l'est un matériel sur la classe ouvrière au XIXe siècle, sur les révoltes paysannes au XVIIIe. Sauf qu'il s'agirait de mon propre corps, de ma propre vie, où je me prendrais moi-même comme objet de l'histoire. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Donc, pour des raisons sur lesquelles je vais parvenir, c'est un processus très douloureux. Parce que d'un seul coup, vous avouez d'abord qui vous êtes, au-delà de votre apparence, au-delà de l'image que vous donnez de vous-même, vous avouez votre vie, votre ancrage dans le très long terme, c'est pas le Moyen-Âge, mais presque. Vous vous rendez compte, bientôt un siècle, 80 années, c'est le 80e anniversaire du régime de Vichy, donc il y a quelques jours, qui a été quelques semaines. Donc c'est un processus qui requiert beaucoup d'humilité et en même temps beaucoup de séances de psychanalyse, je dirais, pour accepter de se pencher sur soi-même dans ces termes-là. Donc je ne sais plus exactement comment ce processus s'est mis en place. Une fois qu'il a débuté, donc je me suis rendu aux archives nationales, aux archives locales des Hautes-Pyrénées, puisque je suis le fils de la Vierge, contrairement à toute attente, je suis le fils du miracle, puisque je suis né à Lourdes. Donc je suis le fils de Bernadette et je suis entouré par les sacristies, par les pèlerinages. Toute ma prime enfance s'est déroulée, les 2 ou 3 premières années de ma vie se sont déroulées entourées de pèlerinages religieux, auxquels d'ailleurs vient assister le maréchal Pétain tout de suite. Lorsque je viens de naître, Pétain lui aussi vient à Lourdes pour bénir Bernadette ou d'être béni par Bernadette. Donc c'est un moment un peu étrange de l'histoire nationale et de ma propre histoire. Pourquoi suis-je né à Lourdes? Ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais en tout cas c'est le récit de ma vie puisque je réponds à votre question. Il se trouve que mes parents, donc l'un venant de ma mère étant né à Dresde en Allemagne, Dresde, Goethe, Heine, Dresde, la culture, la ville même du monde de la culture. Mon père à Varsovie, Hitler, il se marie en 1933, Hitler arrive au pouvoir en 1933, ils partent en 1933, ils arrivent en Belgique, ils arrivent en France, et puis ils construisent leur vie comme ils le peuvent, dans des quartiers relativement misérables de Paris. Et puis le drame survient très vite, puisque la France, malheureusement, est battue sur le champ de bataille. Hitler arrive bientôt à Paris avec les armées, et mes parents s'enfuient avec les derniers trains. L'armée polonaise en déroute, des soldats arrivent à Biarritz. Il se trouve que Biarritz est en zone occupée, donc il y a sur les quais des soldats, il y a déjà, etc. Donc mon père nous remet ma mère enceinte de moi-même. C'est ça qui est étrange, c'est de se voir soi-même comme un objet d'histoire, vous voyez, dans le train, et puis le train repart et s'arrête à Lourdes, puisqu'il ne peut pas aller plus loin. C'est la barrière des Pyrénées qui sont là. Et cette barrière des Pyrénées va jouer un rôle tout à fait essentiel dans l'histoire de beaucoup de réfugiés, bien sûr des réfugiés espagnols qui ont quitté de l'autre côté l'armée en déroute, l'armée républicaine en déroute sous les coups de butoir du franquisme, et les Espagnols vont être mis dans des camps et traités de manière absolument épouvantable dans le camp de Gurs, de Noé ou d'ailleurs. Les archives décrivent ce camp de manière vraiment dramatique. La mort survient très fréquemment, les maladies sont des camps terribles.
Et les Juifs, eux aussi, s'enfuient où ils peuvent. Et donc, pas mal d'entre eux, plusieurs milliers, aboutissent dans ces régions, donc du Béarn, entre Perpignan et Biarritz. C'est d'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est quelque chose qui doit résonner très fort chez beaucoup de lecteurs luxembourgeois, parce qu'à cette époque, il y a des milliers de réfugiés vont dans les venant du Luxembourg, qui vont aussi dans l'espoir de pouvoir passer en Espagne, de pouvoir continuer vers Lisbonne, oui. Se retrouver dans cette région et être pour beaucoup internés dans les camps où ils seront déportés plus tard. Donc là, il y a effectivement des histoires qui se rejoignent. Et la barrière des Pyrénées est infranchissable. Enfin, en tout cas, elle l'est avec des enfants, avec des petits-enfants, avec un bébé qui vient de naître. Et donc cette barrière des Pyrénées, elle est un piège en même temps. Elle est vraiment immense. C'est le lieu où vont arriver Hannah Arendt, exactement en même temps que moi, Walter Benjamin, juste à côté, qui va se suicider, Alma Mahler, qui passe à Lourdes, exactement en 1942, avec Franz Werfel. Donc c'est un lieu d'Éden, enfin, où on ne peut plus aller plus loin, où on peut se suicider, où on peut être pris facilement, puisque les Allemands arrivent, et puis bientôt ils vont envahir la zone libre en 1942. Donc il se trouve que je suis né là. Voilà, c'est un destin particulier. Et donc la première année, les 2 premières années, je vis avec mes parents à Lourdes, dans une petite maison que j'ai retrouvée, enfin vraiment misérable, hein, 2 pièces. Il y a une photo d'ailleurs qui illustre le livre. On voit, on se croit dans un pays sous-développé. Enfin, c'est une terre battue. Ça n'a pas d'importance. C'est une vie. Et puis, lorsque les Allemands débarquent en 1942 et envahissent la zone libre, alors évidemment, les choses deviennent extrêmement dangereuses, encore plus dangereuses qu'avant. Et mes parents, qui se cachent eux-mêmes où ils le peuvent. Et dans ce livre, si vous l'ouvrez un jour, c'est un peu ça qui est bouleversant dans ce livre, c'est de trouver la trace des archives, des rapports de police, du rapport des préfets, qui décrivent la traque de moi, enfin ma traque et celle de ma famille, vous voyez, où ils sont, j'envoie le policier, on va les trouver, ils vont revenir. Et donc on possède, il suffit d'aller aux archives nationales, aux archives locales des Hautes-Pyrénées, de chercher bien sûr. On ne trouve pas ça facilement, mais en cherchant, avec le métier d'historien, on trouve les rapports de police sur ces caches successives. Et mes parents nous mettent dans des orphelinats, dans des couvents, ça se passe pas bien. Donc moi j'ai 1 an, 2 ans, je suis un petit bébé quand même. Ma sœur en a 2 de plus. Et puis au bout de pas mal d'errance, mes parents, par des relations diverses, font la rencontre d'une grand-mère, Félicie, avec son âne et ses paquets de linge, et puis nous confie à cette personne, Félicie, qui nous emmène dans la haute montagne, à Omex, donc, où je vais passer plusieurs années, avec un couple de paysans, l'enfant de Félicie, qui est Maria, qui a une ascendance certainement espagnole, dont j'ai retrouvé aux archives communales d'Omex et départementales l'acte de mariage avec Fabien. J'ai retrouvé le matériel donc, qui concerne les 2 personnes qui nous ont sauvés pendant 2 ans, leur origine de bergers, les témoins du mariage qui sont des bergers. Donc on a un milieu très ancré dans la région qui s'exprime en patois. Et donc ma première langue d'origine, effectivement, c'est le patois local. Je suis né je vis dans cette vallée de la Bête-sur-Guerre, très belle vallée dans la haute montagne, magnifique, sur laquelle il y a énormément d'églises romanes. Enfin, on peut la parcourir encore aujourd'hui. Et j'en connais vraiment, non pas chaque sommet, mais j'en connais quand même de nombreux lieux, puisque donc je passe là 2 années de ma vie dans le silence de notre présence,
Le village sait que nous sommes là, et les descentes des Allemands sont fréquentes, la milice également. Il se trouve qu'il y a un maquis très important, l'un des plus importants maquis de toute la région, qui se crée au Boustu, exactement là où je joue comme enfant à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Je joue là exactement où les avions allemands, ça je ne le sais pas à l'époque, surveillent ce maquis qui se crée, qui est un maquis très important en 43, 42, 43. Et moi-même, donc, je suis un petit garçon de 3-4 ans, très heureux, mais très silencieux, qui ne parle pas, qui a un faux nom, auquel on a appris à ne pas parler, à ne pas dire qui il est, et à se souvenir quand même de qui il est, mais de ne pas le savoir, et puis surtout d'être silencieux. Et donc le souvenir que les paysans ont de moi encore aujourd'hui, ou leurs descendants, puisque je me rends à Omex sans cesse, j'y ai même été encore il y a 2 mois, et j'y ai passé une grande partie de ma vie de jeune homme, d'adolescent, etc. J'y ai été faire les foins avec les paysans tout au long de ma vie, donner la main, comme on dit. Donc ce sont des lieux dont je connais chaque barrière, chaque champ, et qui me sont très familiers. Et lorsque je viens là-bas, c'est comme si j'avais une seconde famille. On m'accueille exactement comme si j'étais un enfant du village, puisque les enfants, les personnes, tout le monde est mort, bien sûr, mais les enfants sont là, et les enfants, je les ai connus aussi, donc je connais maintenant leurs propres enfants qui me connaissent aussi. Et mes propres enfants connaissent ces enfants. Donc il y a une symbiose des familles, il y a un vécu commun qui s'est prolongé à travers le temps. Et je raconte cela dans le début du livre. Lorsque ce livre est paru, Pierre Assouline, qui est venu ici, m'interviewe dans la revue L'Histoire, et puis, au hasard de la discussion, dans un café de Paris, il me fait prononcer ce mot d'Omex. Alors le texte de l'interview de Assouline sort dans la revue L'Histoire, et 2 jours après, j'ai un coup de téléphone d'une personne dont je ne me souvenais plus du nom, et qui était l'un de mes anciens étudiants à l'université Paris 1, et qui me dit « Mais à Omex, moi je vis à Omex ». Donc on a organisé un retour à Omex avec le village, l'ensemble du village, la population, les maires, les sénatrices, le député, dans la mairie. Donc il y avait une sorte de fête républicaine, très belle et très émouvante autour de ma petite personne et de ce livre, face au portrait d'Emmanuel Macron dans la mairie d'Omex. Donc c'est un moment très lourd d'émotions, avec des discours du maire, bien sûr, des sénatrices, députés, et puis de moi-même, et puis du village, et puis une fête au village, comme Agulon en décrivait. Je ne sais pas si vous connaissez Agulon, l'historien de la sociabilité française, de la République. Une fête au village avec un grand repas communautaire et une véritable sociabilité dans laquelle j'ai ma place. Voilà, dans laquelle j'ai ma place. C'est un peu ça qui est intéressant. Au fond, voilà le destin d'un petit bonhomme. Ma sœur, malheureusement, est décédée il y a quelques années. Et voilà le destin un peu inattendu d'un petit bonhomme qui vient de très loin, dont les parents viennent de très loin, mais qui est français par déclaration de naissance, donc français par déclaration. Mais dans les rapports de police, dans les rapports du préfet, je suis souvent nommé polonais. Dans les rapports du préfet, donc dans les rapports des agents de police. Donc là aussi, c'est intéressant de trouver du matériel qui dit le contraire de ce que l'on dit, puisque on dit souvent que, effectivement, à juste titre, que les Juifs français, depuis des générations, puisque les Juifs sont en France depuis la nuit des temps, avant les Francs, on dit à juste titre que les Juifs français ont été très peu déportés, ce qui est vrai. Sur les 73 000, il n'y en a que 12 ou 13 000 qui ont été déportés. Donc ce sont essentiellement les Juifs étrangers qui ne savent pas la langue, qui ne savent pas où se cacher, qui ont été déportés et qui ont été pris. Mais il se trouve qu'un certain nombre de Juifs français, puisque je suis français, par déclaration, ont été déportés. Et que
il s'en est fallu de peu que je le sois moi-même à de nombreuses reprises. C'est étrange de dire ça, vous voyez, parce que ça fait un peu vieux combattant, hein, un peu vieux con, et puis vieux combattant aussi. Mais enfin, il se trouve qu'en effet, j'aurais dû être déporté, puisque je suis, d'après les rapports du préfet, et moi je suis un adorateur des préfets, vous voyez. Tout mon travail de sociologue, tout mon travail de sciences politiques, d'historien, pendant 30 ans, a été de justifier une sorte de la construction de l'État français, de l'État à la française. C'est ce qui est, d'ailleurs, c'est ce qui est le paradoxe, quoi. C'est ce qui est très fort dans le livre, parce que on voit que, alors cette scène à Omex où vous retournez, et après avoir admis à Pierre Assouline que, en effet, c'était là, vous dites c'est votre Rosebud, en référence à Citizen Kane, c'est la scène originelle. Ça vous coûte beaucoup, parce que vous dites à plusieurs reprises que ensuite il y aura à partir du moment où vous atteignez l'âge de raison, et dans vos études, et plus tard dans votre carrière, vous êtes guidé par cet idéal durkheimien, du professeur d'université, lisse, érudit si possible, qui pousse la neutralité à l'extrême. Et là, on voit comme aussi l'admission que vous avez été un acteur de cette histoire en tant qu'enfant, et vous l'êtes ensuite aussi en tant qu'intellectuel. Et là, cette scène, elle est centrale parce que les deux se rencontrent. Et avant de continuer, je voulais aussi lire un passage du livre, parce que je crois que c'est aussi central de laisser parler le livre. Vous-même, votre sœur, votre père, votre mère, vous survivez, vous rentrez à Paris après la guerre, vous écrivez en citant une phrase que, comme vous avez 4-5 ans en sortant de la guerre, vous êtes assez âgé pour en avoir des souvenirs, et trop jeune encore pour la comprendre, pour comprendre ces souvenirs. Et là, en revenant à Paris, vous qui avez des souvenirs partiels et la société qui veut refouler ce qui s'est passé, vous permet de construire une identité très forte, républicaine à ce moment, qui explique cette passion pour l'État. Et vous écrivez notamment, durant toute ma scolarité à l'école primaire de la rue Ferdinand Berthoud, c'est dans le Marais à Paris, jamais n'ont été évoquées les arrestations de jeunes enfants juifs particulièrement nombreux dans ce 3e arrondissement populaire de Paris. De nos jours, une plaque posée sur le mur de cette école, comme sur ceux de toutes les écoles de la capitale, rappelle le souvenir des enfants juifs qui ne sont pas revenus. Mais entre 1946 et 1951, date de mon passage inespéré en 6e, rien dans ce havre de vie n'évoque leur destin. Mon amnésie, ma soif de normalité de gamin des rues s'en trouve renforcée. Cette amnésie est pour moi, comme pour d'autres universitaires juifs, une béquille pour affronter mon handicap, une béquille suffisante qui rend inutile toute adhésion idéologique, toute forme d'engagement radical, donc consciemment ou non. Je redoute ma vie durant les errements, les violences potentielles, les exclusions prévisibles. Et c'est pour cela que je parlais de subjectivité, en tout cas de vécu. C'est évidemment cette expérience-là, avec cette béquille-là, qui va vous guider plus tard dans votre orientation intellectuelle et dans vos recherches. C'est un peu tout. Je vous remercie beaucoup de lire ce texte, effectivement, qui est important peut-être, je ne sais pas. C'est un peu tout le paradoxe de cette histoire personnelle, c'est que, et en effet, je pourrais repartir de votre citation, comme tous les petits Français, quoi, donc, je vais à l'école communale, à l'école du peuple, et comme tous les petits Français, je vais à la communale, et puis comme tous les petits Français à l'époque, ça tient bien, les instituts sont là. Et donc j'ai un institut formidable qui s'appelle Monsieur Martinet, au nom parfait, qui est d'une violence extrême, d'une violence bienveillante, et qui grâce à lui, enfin, qui me donne tout, quoi, qui me donne des cours particuliers, gratuits, dans son appartement où il y a les bébés qui pleurent. Et donc, c'est un hommage à l'école républicaine.
ou à ce qu'on appelait, vous savez, les hussards noirs de la République au XIXe siècle, le très beau livre de Mona Ozouf. C'est l'école qui forme les citoyens à l'époque, et c'est triste que ça ne soit plus le cas aujourd'hui. Elle a bien du mal, l'école, à remplir cette mission. C'est l'école qui forme des citoyens, des petits-enfants que nous sommes, et qui sont très loin, au fond, de cette entrée dans l'espace public. Donc, dans cette école où, en effet, la mémoire du temps passé est absente, c'est-à-dire personne dans toute la scolarité de l'école primaire, depuis le CP jusqu'à la fin, personne tout au long du lycée. Ensuite, personne n'évoque ces questions. Au lycée Jacques Decour, où je suis ensuite, on réunit tous les élèves pendant chaque année pour célébrer à juste titre le destin cruel de Jacques Decour et la très belle lettre qu'il écrit à sa mère avant d'être fusillé. Mais jamais jusqu'au bac, enfin, jamais cette question-là est évoquée aussi, jamais, nulle part, jamais. Donc il y a une sorte d'amnésie, de cécité, qui permet aussi de vous construire. C'est-à-dire cette cécité, cette amnésie, elle est si forte que finalement la socialisation républicaine fait de vous un républicain pur et dur et une sorte de témoin, d'amoureux de l'État français, de passionné de la République française et de son État. Et il se trouve qu'en effet, ensuite j'entreprends des études entre Sciences Po de Paris, la fac de droit, etc. Et j'ai failli rentrer à l'ENA, puis je pensais que ça... Bon. Donc je deviens un sociologue de l'État, de la haute fonction publique, de l'énarchie. J'ai beaucoup travaillé sur les énarques, sur les hauts fonctionnaires, énormément d'articles, de livres, qui sont tous des livres extrêmement respectueux, enfin adorateurs, je dirais presque, de l'État. Et en effet, vous avez eu la gentillesse de le dire, lorsque pendant 20 ou 30 ans, lorsque je me rendais dans des colloques à l'étranger, lorsque je prenais la parole, on disait Birnbaum est là, c'est l'État fort. L'État fort, c'est quoi? C'est la France. L'État fort, c'est quoi? C'est l'État institutionnalisé, l'État républicain, l'État laïque, l'État différencié, l'État qui a un projet de rationalité, un projet issu des Lumières, de construction d'une nation, enfin, qui est un État tout à fait exceptionnel. Donc il y a une dimension comparative avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis. Pourquoi est-ce que l'État à la française est à ce point différent? Donc j'ai construit tout un travail pendant des années sur ces questions, et en refoulant complètement la vie d'avant. En la refoulant totalement, et pourtant, dans les années 73, il y a le livre de Paxton, 80, ses choix. Donc c'est une société française qui va peu à peu, par-delà le chagrin et la pitié, par-delà, qui va peu à peu amener à se confronter à son passé. Et moi, je ne m'y confronte toujours pas. C'est-à-dire, je publie un livre un collectif en 1989, donc pour le bicentenaire de la Révolution française, avec la sanction de l'État, les tampons du bicentenaire, de Jeanneney, enfin c'est le livre officiel sur l'histoire politique des Juifs de France. Il n'y a pas un chapitre sur Vichy. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un livre qui, encore aujourd'hui, est un livre de référence à l'université, aux États-Unis ou ailleurs. Mais il n'y a pas un chapitre sur Vichy. C'est-à-dire qu'en 1989 encore, je ne pense pas à Vichy, alors qu'il y a Paxton depuis 15 ans, alors qu'il y a quand même des travaux qui sortent, mais je continue mon bonhomme de chemin. Et donc, d'ailleurs, comment ce qui fait penser que le premier livre, en réalité, dans lequel vous allez parler des rapports entre les Juifs et la République, c'est dans un mythe, la République juive, en 1988. Et vous en parlez, et vous développez une théorie de l'antisémitisme forgée par la forme de l'État. Et on y voit comme un plaidoyer justement pour cet État fort. Vous écrivez à cette époque que l'État fort accueille les Juifs en son sein comme serviteurs, ne les discrimine pas.
le fait que les Juifs soient représentés dans l'État crée un fort antisémitisme dans la société, mais en même temps cet État fort est là pour les défendre. Pour les défendre. Effectivement, c'est une sorte d'hymne à la France, de l'État à la française. Et puis, puisqu'en effet, c'est la seule société au monde où, depuis la Révolution française, les Juifs entrent sur des critères méritocratiques dans l'appareil d'État. Donc, j'ai publié un livre qui s'appelle Les Fous de la République, que le président Chirac a cité à Auschwitz, dans son discours d'Auschwitz, et qui montre, au fond, à quel point, dès les années, tout de suite, dès le tournant du 19e siècle, les années 1802, 3, 4, 5, il y a des Juifs qui passent l'agrégation, qui entrent à l'école polytechnique, et puis qui vont devenir colonels, lieutenants, généraux. Il y a 7 généraux juifs qui dirigent des bataillons, qui dirigent des corps d'armée pendant la Première Guerre mondiale, unique au monde. Enfin, il y a des membres du Conseil d'État qui sont juifs, bien sûr, il n'y en a pas des milliers, mais il y en a. Et c'est unique au monde, il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas en Angleterre, il n'y en a pas aux États-Unis, il n'y en a aucun aux États-Unis. Donc il y a là une sorte d'exceptionnalisme dont je fais le récit émerveillé. Alors, il se trouve que, pour revenir à votre question, en 88, je n'y suis toujours pas, puisque le livre dont vous citez le titre, Un mythe politique de la République juive, qui est un livre qui effectivement montre le caractère paradoxal de tout cela. Au fond, on peut dire que la France invente l'État fort, républicain, laïque, méritocratique, qui permet aux Juifs d'entrer dans ces structures. Et on peut dire aussi que la France invente l'antisémitisme politique. Invente l'antisémitisme politique, c'est-à-dire la réaction. La France, avec Drummond, avec déjà au début du XIXe siècle, avec Barès ensuite, la France invente le refus de l'entrée. Oui, la France est la seule société au monde dans son histoire, à part la Russie soviétique, à rompre le lien entre le religieux et l'État, à quitter le code culturel, à s'opposer à son code culturel. La France est la fille aînée d'Église, et avec la Révolution française, il y a une rupture incroyable entre le code culturel et l'État qui se produit, et qui va demeurer tout au long du XIXe siècle, au long du XXe, qui demeure encore aujourd'hui. C'est-à-dire la laïcité à la française, est-ce que le monde entier déteste? Les pays arabes, mes collègues américains détestent la société française à cause de la laïcité. Mes collègues, les plus grands philosophes américains, anglais, détestent la France. Et le disent, l'écrivent, à cause de la laïcité qui coupe les individus de leur code culturel. Alors, cette séparation permet aux minorités d'entrer dans l'État, justement. Et donc, j'essaie de montrer que cette séparation induit un phénomène incroyable qui est en effet un antisémitisme, une violence incroyable qui éclate au XIXe siècle, une violence inimaginable. Vous connaissez tous l'affaire Dreyfus. Il ne peut y avoir d'affaire Dreyfus qu'en France, puisqu'il n'y a qu'en France au monde où un juif est nommé à l'état-major de l'armée. Il n'est même pas le premier d'ailleurs. Il n'y a qu'en France qu'un juif entre à l'école polytechnique sur des critères méritocratiques. Et il y en a des dizaines et des centaines, il y a des colonels, des généraux qui sont passés par Polytechnique sur des critères méritocratiques et qui servent l'armée. Il s'appelle Abraham Lévy, enfin des noms très juifs. Il dirige des corps d'armée. Donc l'affaire Dreyfus n'est possible qu'en France, parce que c'est au fond la réaction à ce processus extraordinaire, emblématique de l'histoire de la société française. Alors, ce livre décrit cela, que vous avez cité, et puis prend pour appui, avec un matériel archivistique énorme, l'exemple de Léon Blum, unique dans l'histoire moderne, où un juif qui se veut juif, qui reste juif jusqu'à la fin de sa vie, je vous donne un secret, qui mange même cachère au lycée Henri IV, donc quelqu'un qui est vraiment juif, qui le reconnaît, qui épouse une femme juive, des femmes juives, qui est sioniste, qui va devenir l'ami le plus proche de Weizmann, qui va aider à la naissance d'Israël ouvertement, sans aucun problème. Unique au monde. Et en même temps, le chef de la nation française. Et quel chef, quelle transformation, le Front populaire. C'est le dernier grand moment de l'histoire de la France libérale, ouverte. Léon Blum reçoit dans les archives, et j'ai fait un livre sur Léon Blum, si vous regardez les archives Léon Blum, on trouve des milliers de lettres,
bouleversante d'ouvriers qui remercient Léon Blum. Ils envoient ces lettres à son domicile particulier dans l'île Saint-Louis. Vous imaginez des ouvriers, des prolos qui sont en vacances pour la première fois au fin fond de la France avec leurs femmes, leurs vélos, qui adressent des mots d'amour au camarade Léon Blum, qui est pourtant un juif bourgeois qui habite dans l'île Saint-Louis. Donc, et également, je prenais l'exemple de Mendès France. Et alors, pour revenir à ce que vous dites, ce qui est frappant, c'est que je saute. Il n'y a pas un mot sur Vichy, pratiquement, dans ce livre. Oui. Il y a avant, puis après, il n'y a pas pendant. Donc, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour aborder cette question de Vichy, qui est aussi la mienne. Vous voyez, donc on a l'impression que vous y venez quasiment à votre corps défendant. Il y a une grande résistance. Et en même temps, vous y allez tout de même. C'est-à-dire que vous vous en rapprochez de plus en plus, vous le dites vous-même dans un mythe politique, la République juive, malgré tout, c'est déjà un saut, c'est déjà un pas en avant important. Vous dites vous-même que certains de vos collègues vous regardent de manière atterrée en vous demandant si vous commencez justement à entrer un peu trop dans la subjectivité, dans un sujet qui vous touche de trop près. Dans les fous de la République, vous vous arrêtez à Vichy, mais tout de même en constatant que déjà cet antisémitisme virulent est déjà dans les administrations, et même si Vichy n'y est pas abordé dans son intégralité, la conclusion mène à Vichy. C'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Ça n'avait jamais été montré. C'est un crève-cœur quand on travaille sur les dossiers des fonctionnaires de la Troisième République. Donc, longtemps après la séparation de l'Église-État de 1905, dans les dossiers des hauts fonctionnaires juifs, dont j'ai trouvé les dossiers personnels, donc il faut aller travailler aux archives pour les trouver, on voit des mots antisémites de leurs supérieurs. C'est épouvantable de voir ça, parce que c'est triste. Donc c'est la République elle-même, vous voyez. C'est la République, et on voit des supérieurs qui écrivent des choses sur le physique du sous-préfet ou la femme du juge à la cour d'appel du tribunal de ceci. Ils reçoivent trop de juifs, ou ils vont trop à la synagogue, ou ils ont le type juif. Et puis surtout des gestions des carrières, qui est incroyable. Au fond, le ministre gère la carrière en fonction de la religion supposée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les envoyer en Bretagne, il y a trop de catholiques. On ne peut pas le nommer. C'est extraordinaire de trouver ça. Donc cette République qui est vraiment au plus fort d'elle-même gère déjà, oui, ces hauts fonctionnaires à partir de leur code culturel supposé et gère leur carrière de cette manière-là, et avec souvent c'est pénible de trouver ça, c'est épouvantable. Ça m'a beaucoup déçu d'une certaine manière. Et pour sauter les périodes, je ne sais plus très bien. À un certain moment, donc je saute le pas et j'entre un tout petit peu dans la bagarre, puisque c'est le président François Mitterrand qui prend la parole. Je ne sais plus en quelle année nous sommes. C'est en 92 ? Quelque chose comme ça, oui. Et Mitterrand est interviewé à la télévision à propos du statut des Juifs, dont on vient de fêter le 80e anniversaire il y a quelques jours, 4 octobre 1940. Ce statut qui m'exclut, moi, comme fonctionnaire, vous voyez. Et François Mitterrand dit une chose extraordinaire à la télévision. Je l'écoute. Moi, j'ai voté pour Mitterrand, évidemment. J'ai même participé au cabinet à des réunions pour préparer son élection, vous voyez, avec Badinter, etc. Et mon président que j'ai élu en 81, mon président dit explicitement que le statut des Juifs, le statut d'octobre 40, ne s'appliquait qu'aux Juifs étrangers, ne s'appliquait pas aux Juifs français. Lui qui a vécu Vichy, mais comment c'est purement un lapsus, c'est une telle contre-vérité que c'est impensable. Comment est-ce qu'il a pu dire une énormité pareille? C'est même une contradictoire, puisque forcément le statut ne peut pas s'appliquer aux étrangers, puisque les étrangers ne peuvent pas entrer dans la fonction publique. Donc c'est quelque chose de totalement aberrant de prononcer. Et c'est lui qui prononce cette phrase. Alors je ne sais pas comment ça se fait, Le Monde prend contact avec moi, et alors là c'est le grand saut, puisque je publie quelques jours après
toute une page du monde qui dément tout cela. Donc, qui est d'ailleurs reproduite intégralement dans le livre. Oui, comme petit caillou dans un parcours. Toute une page du monde, c'est énorme, oui, toute une page du monde. Et la deuxième page, qui était la plus importante à l'époque du monde, parce qu'on prenait le monde, vous vous souvenez, enfin, vous vous souvenez pas forcément, on ouvrait le monde et puis on l'ouvrait comme ça. Donc c'est vraiment la première page que tout le monde lisait. Donc il y a toute une page comme ça, avec mon nom, pas commode quand même, qui dénonce cela et qui donne place au fond à une certaine déception, à un certain ressentiment, une certaine tristesse. Et puis donc je vais m'engager dans effectivement dans la production de travaux universitaires, enfin avec des archives, un matériel incontestable du point de vue des archives, mais qui soulève quand même problème. Je fais par exemple un livre, je ne sais pas si vous l'avez regardé celui-là, il y en a plusieurs, qui s'appelle Un tour de la France. Vous voyez, il y a le très grand livre sur les instituteurs, le Tour de France des 2 instituteurs que tout le monde a lu à l'époque, tout la Troisième République. Et moi j'intitule mon livre Un tour, non pas de France, un tour de la France en 1898. Donc j'ai fait un tour de la France en 1898 et je le publie en 1998. Donc j'ai été dans 45 lieux, 45 chefs-lieux de département à travers toute la France, depuis La Roche-sur-Yon jusqu'à Besançon, en passant par où on veut, quoi. Guéret, Rouen, Rodez, Tarbes, etc. Et je montre à travers ce livre, donc je travaille sur les archives locales, et je montre l'incroyable violence antisémite qui règne au niveau local, qui n'avait jamais été présentée par les historiens, et qui touche même les républicains. C'est triste à voir. On voit des foules qui se réunissent, qui vont crier mort aux Juifs, ah bah, vive la République. Alors on ne comprend plus rien, comment c'est possible. Normalement on dit mort aux Juifs, ah bah la République, mort à Dreyfus, vous voyez. Et des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes crient cela. Mais là on crie vive la République en même temps. Alors c'était même sous les fenêtres de la Dépêche du Midi à Toulouse. Donc là aussi il y avait des choses qui n'allaient pas, enfin qui étaient vraiment problématiques. Et ce livre est un livre uniquement en bas de page, il y a uniquement les codes d'archives. Uniquement les codes d'archives. Et je publie ce livre chez Fayard, il y a une certaine presse et tout, et Michel Perrault, avec qui j'entretiens depuis toujours des rapports de grande amitié, dirigeait à l'époque une très bonne émission qui s'appelait Les Lundis de l'Histoire. Tous les lundis matins, il y avait 3 heures d'histoire absolument remarquables. Donc elle m'invite à présenter ce livre, et elle me tombe dessus, pas forcément elle, mais elle ne me défend pas. C'est-à-dire, ces archives, elles sont fausses, elles ne sont pas significatives, elles sont biaisées. Il y avait une difficulté d'accepter que ces archives soient des archives, ou alors toutes les archives sont fausses. Toutes les archives recueillies par les inspecteurs de police sont également fausses, si celle-là était fausse. Je veux bien qu'on dise qu'elles sont toutes fausses, et dans ce cas-là, les miennes aussi. Mais il y avait même là encore une difficulté, une émission de radio très compliquée, dure à vivre pour moi. Et en effet, comme vous le dites, il y a une sorte d'éloignement qui se fait à ce moment-là. Parce que ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est se faire violence aussi que d'accepter cette réalité. Là, cette radio le montre. Et ça se passe aussi de manière assez tumultueuse et douloureuse. Vous avez cité une scène, un moment clé du livre et de votre parcours, qui est donc cette réaction dans Le Monde au discours, à l'interview plutôt de François Mitterrand, et c'était en 1994. Et il y a un autre moment clé, moi qui me plaît beaucoup, que je trouve très révélateur, parce qu'on voit qu'il y a à la fois un vrai choc épistémologique, mais aussi un choc personnel, et qui est un colloque qui se déroule en décembre 1994
à Dijon. Et là, si vous me permettez, je vais aussi lire ce passage. Vous écrivez, quelques mois plus tard, donc après cette pleine page dans Le Monde, j'assiste au colloque qui se tient à Dijon sur l'encadrement juridique de l'antisémitisme sous le régime de Vichy, où pour la première fois à l'université, on tire les conséquences de l'invention par Vichy d'un droit antisémite. On montre que les plus grands noms des facultés de droit, d'Achille Mestre à Georges Ripert, le doyen de la faculté de droit de Paris, en passant par Roger Bonnard, le doyen de la faculté de droit de Bordeaux, les professeurs de droit constitutionnel les plus renommés, comme Joseph Barthélemy, l'un des rédacteurs du second statut, mais aussi Georges Burdeau et Maurice Duverger, ceux-là dont j'ai lu comme étudiant les polycopiés et qui sont devenus mes collègues, ont tous participé activement, sans état d'âme, à sa mise en œuvre, au nom d'une conception positiviste du droit qui s'accommodait volontiers de ces lois éliminant les juifs de l'État. Ah, c'est difficile à vivre tout ça, parce que c'était pas vraiment su tout cela. Et donc les collègues qui sont mes collègues, Ripert est décédé bien sûr, Barthélemy aussi, mais certains sont encore vivants. Burdeau, j'ai passé mes examens avec Burdeau, peut-être que vous aussi, vous avez travaillé sur le manuel de Burdeau. Enfin, c'est vraiment les grands manuels de l'époque de droit. Et d'un seul coup, on s'aperçoit qu'ils ont donné la plume, enfin, les membres du Conseil d'État, sans aucun problème, ont rédigé, ont passé de longues heures à améliorer le statut des Juifs, non pas à l'améliorer pour le limiter, mais à l'améliorer pour l'étendre. On retrouve au fond des débats internes au Conseil d'État où les minutes du Conseil d'État, c'est épouvantable, où des personnes que je connais de nom, qui sont des grands juristes, réfléchissent pendant des heures comment est-ce qu'on peut étendre les règles pour que personne ne puisse échapper, même la petite secrétaire de bureau. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui est triste, dont il est triste de prendre conscience, enfin, puisque lorsqu'on a adoré l'État comme moi-même, à la française, vous voyez, il est un peu difficile de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Et puis, il est aussi difficile de constater qu'encore dans les années 1990, s'il n'y a pas très longtemps, tout de même pour beaucoup d'entre vous, c'est la nuit des temps, mais pour moi, ou peut-être pour d'autres, 1990, c'est avant-hier, que ces questions-là restent des questions très délicates, et que mes collègues, qui sont mes collègues, mes amis, en tout cas mes collègues, ne veulent pas en entendre parler encore à cette époque-là. Vous avez évoqué le colloque de Dijon, moi je voudrais évoquer en quelques minutes, c'est assez révélateur là aussi, un colloque organisé par René Raymond, vous connaissez tous René Raymond j'imagine, et René Raymond organise un colloque sur Pierre Mendès France. Donc c'est devenu un gros livre classique chez Fayard. Et puis je suis contacté par quelqu'un que vous connaissez aussi de nom probablement, Jean-Pierre Azéma, qui est un des grands historiens sur Vichy, et il me demande de faire un travail sur Mendès France comme haut fonctionnaire. Puisqu'en effet, je suis le bonhomme des hauts fonctionnaires. Je suis le sociologue de la haute fonction publique à l'époque. Je ne suis pas le seul, mais on n'est pas très nombreux à l'époque. Et à sa surprise, moi je lui dis, j'aimerais bien faire quelque chose sur Mendès France et l'antisémitisme. Azéma est embêté, René Raymond est embêté, et puis il me donne quand même le feu vert. J'en parle, je ne parle pas, je ne sais pas si j'en parle. Et donc le colloque se tient, je ne sais plus où, à Paris bien sûr, un grand colloque, premier grand colloque de ce type. Et puis c'est un colloque où on ne parle pas soi-même. Les gens qui ont fait des papiers ne parlent pas eux-mêmes. On est présenté, les papiers sont présentés par un collègue. Il se trouve que c'était Jean-Pierre Azéma. Donc je suis là, physiquement présent, avec d'autres intervenants, et puis Azéma présente les papiers, mais il ne dit pas un mot sur le mien. Pas un mot. Et il ne prononce même pas le titre, rien. C'est un petit peu étrange, bon, silence. Donc il y a une discussion avec la salle. La salle ne me pose aucune question, puisqu'elle ne sait pas de quoi j'ai parlé. Donc je reste silencieux du début à la fin. Je suis un mannequin. Je suis là comme ça, muet. Je trouve ça bizarre, quand même, étrange. Révélateur aussi, enfin d'une gêne. Et puis je me fais discret, je m'en vais. Et je retourne au colloque, un grand colloque énorme, enfin il y avait... J'assiste à la dernière séance,
qui était sur les scrutins proportionnels à 2 tours, d'arrondissement, enfin quelque chose de très technique. Et c'était Olivier Duhamel, je crois, qui devait intervenir, je ne sais plus, en présence donc de René Raymond, tout le monde est là, la science politique française, l'histoire. Et puis, c'est la dernière séance du colloque. Et puis, on est en 92 ou 13, il n'y a pas très longtemps, vous voyez. Là, c'est 50 ans après Vichy, 45 ans après Vichy, quand même. Et Olivier Duhamel prend la parole, et puis il dit, écoutez, le colloque va se terminer, là, dans 2 heures, et on n'a jamais évoqué pendant 3 jours, c'est un très gros colloque, hein. Il y a eu 45 communications, ou 35, je ne sais plus. On n'a jamais évoqué, ne serait-ce qu'1 minute, la question de Mendès France comme juif et l'antisémitisme. Ah, donc c'est Olivier Duhamel qui dit ça à la tribune. Il se trouve que j'étais dans la salle, tout à fait dans le fond, caché sous le fauteuil. Silence absolu dans la salle, médusé. Moment dramatique, tout à fait intéressant tout de même. Ah, silence absolu. Et Duhamel dit, et d'ailleurs, il y a un excellent papier de Pierre Birnbaum sur cette question qui a été écrit pour le colloque. Moi, je suis surpris, je ne savais absolument pas qu'Olivier Duhamel, que je connaissais un tout petit peu, mais enfin pas très bien, allait provoquer ce mini-drame. Et le mini-drame, c'est surtout la réaction de René Raymond, qui est le historien patenté, président de la Fondation nationale des sciences politiques, le grand, le plus grand, le meilleur, le bon. Et René Raymond en perd sa chic. Il bredouille, hein, comme ça. Et réellement, enfin, je n'exagère pas, en effet, c'est une grande salle, c'est impressionnant, c'est assez poignant comme moment. Cette question, cette dimension, ce problème, cette façon de poser, en effet, peut-être, il aurait fallu peut-être que cette question soit posée. Mais quelle question? Il ne l'a pas dit. Le mot, il ne l'a pas prononcé. Il ne l'a pas prononcé. Et immédiatement, Léo Hamon, qui était là, type très bien, que je connais bien, qui était mon collègue à Paris, qui, vous le savez, s'appelle Goldenberg, et qui a été un héros de la résistance, un grand chef de la résistance, très courageux, professeur de droit, au même département où je suis. Léo Hamon se lève et dit « Oh, ça n'a aucun intérêt !» Mendès France n'était pas concerné par cette question, c'est une question qui n'a aucun intérêt. Et puis ça s'arrête là. Voilà. Donc on passe à autre chose et on revient au scrutin uninominal à 2 tours, qui est beaucoup plus passionnant. Donc, là encore, on voit des moments de la vie, et des moments de la profession, et des moments de l'histoire de France, finalement, qui témoignent d'une difficulté à appréhender, encore 50 ans plus tard, cette question de Vichy, et puis du destin donc, des Juifs en France, et du destin de la collaboration, et dans quelle mesure, etc., la fonction publique, les préfets, les professeurs d'université, prêter serment, pas prêter serment, collaborer, pas collaborer. Ces questions qui vont maintenant devenir importantes, sur lesquelles il va y avoir des colloques, des discussions et tout et tout. Mais au fond, ma propre histoire personnelle, comme la vôtre, comme celle de nous tous, elle s'inscrit dans des contextes historiques particuliers. Et nous vivons des histoires singulières à des moments différents de l'histoire mondiale, enfin l'histoire de la grande histoire. Donc ce livre est un récit un peu de cette imbrication d'une histoire personnelle et d'une histoire collective, et de la manière dont le petit bonhomme que je suis ou que j'ai été essaie de s'en sortir, lui-même, essaie de retrouver une logique dans tout cela, et s'efforce comme il peut à la fin, de réhabiliter l'État par un tour de passe-passe qui en effet est un tour de passe-passe magique, pour essayer d'éviter de sombrer dans la critique, parce que je reste quand même très fidèle à cet État. J'ai publié il y a encore 2 ans un livre qui s'appelle « Où va l'État ?» au Seuil,
qui est une défense de l'État à la française. J'ai publié il y a encore 3 semaines, un mois, dans Acteur Public, un long article sur la manière dont l'État a géré le coronavirus, en disant qu'il s'est plutôt bien débrouillé, cet État. Donc je reste attaché à cet État, quoi, et j'essaie de le montrer encore maintenant. Cela dit, je veux dire, quand on arrive à la partie qui s'appelle Les Justes non sauvés, on voit que le fait que cette histoire soit enracinée dans votre biographie, mais qu'en même temps vous l'approchez de manière scientifique, en tant que chercheur, en cherchant des documents, en citant des statistiques, ça vous amène en partie, et c'est à vous de nous dire à quel point, à réviser, notamment justement cette thèse qui était au cœur d'un mythe politique, la République juive, où en gros, la thèse était l'État fort accueille les Juifs, provoque un antisémitisme fort dans la société, mais l'État protège les Juifs. Et là, ce qui est frappant, c'est que ce qu'on voit à l'œuvre, c'est le contraire, en quelque sorte. Ce que vous dites, c'est que cet État, l'État français, met ses moyens, met beaucoup de zèle pour chasser les Juifs, les traite en ennemis. L'antisémitisme est central dans ce logiciel. Et qui sont les justes? Ce sont, vous dites, pour 11% des ecclésiastiques, des catholiques, beaucoup de protestants, surtout par rapport à leur proportion de la population, et vous dites pour près de la moitié, ce sont des paysans. C'est-à-dire que là, tout à coup, c'est comme un retournement de l'image que d'ailleurs voulait véhiculer Vichy, et c'est dans les départements ruraux que sont cachés beaucoup d'enfants, et là, je voudrais encore lire un passage. Vous écrivez, dans ces départements, comme dans d'autres régions, ces personnes modestes et souvent dépourvues de préjugés, semblables à Maria et Fabien, loin de perpétuer les valeurs de la terre valorisées par Vichy, se méfient de la propagande diffusée par ce régime. Les témoignages de ces paysans soulignent la distance considérable qui sépare l'État de la périphérie en ce qui concerne la politique juive. Comme le souligne Injuste, la France était ici, parmi le petit peuple des campagnes, non à Vichy. C'est un peu, effectivement, la contradiction de tout mon travail et toute ma vie, c'est que les Juifs sont sauvés par le peuple de France, quoi. Les gens qui tendent la main, qui cachent, ce sont des gens, des petits paysans, ce sont des petits, c'est pas l'État. Il n'y a pratiquement aucun haut fonctionnaire qui soit juste en France. Sur les 3500 justes aujourd'hui, il y a 3 secrétaires de préfecture, mais il n'y a aucun préfet. Il y a un général, Saint-Vincent à Lyon, mais il y a très très peu de hauts fonctionnaires qui sont considérés comme justes. En réalité, on peut nuancer cela. Si on regarde de près les archives, on voit qu'il y a quand même pas mal de préfets qui ont donné la main en 42, 43, sans trop se mouiller, mais quand même des Morin, Dubdowski à Grenoble. Il y a quelques préfets qui, en 42, 43, ont donné la main, et, à mon sens, mériteraient d'être considérés comme des justes, car ils ont sauvé. Le sous-préfet Wilzer, par exemple, qui a averti les enfants de Moissac, le préfet Morin, qui a... excusez-moi, de Chambon-sur-Lignon, le préfet Morin qui aide les enfants de Moissac. Il y a eu des actions, quand même. Peu. Même si ces préfets ont appliqué le statut des Juifs, vous voyez... tous les préfets l'ont appliqué, forcément, ils étaient préfets. Même les préfets qui sont, déportés par les Allemands pour fait de résistance. Il y a 25 préfets qui sont déportés par les Allemands et 25 sous-préfets. Je ne sais pas dans ce livre-là, hein, c'est pas dedans. Il y a 25 préfets et 25 sous-préfets qui sont déportés par les Allemands pour fait de résistance. Mais ils ont tous appliqué le statut des Juifs avant. C'est-à-dire que
c'est pas fondamental cette affaire-là des Juifs. On peut comprendre, la France a d'autres problèmes. Il y a les Allemands, il se passe des problèmes, les ravitaillements, la résistance, la collaboration. C'est secondaire, les Juifs, c'est pas important quand même. Mais tout de même, tous ces préfets, je dis, qui ont été donc déportés et fusillés. Enfin, il y en a 4. Il y a 25 préfets déportés et 4 sont fusillés par les Allemands pour fait de résistance. C'est important de le savoir. Mais ils ont quand même tous appliqué le statut des Juifs avant. Si vous lisez la biographie de référence, j'oublie son nom, pardonnez-moi, je suis fatigué, sur Jean Moulin, de celui qui a été son chef de cabinet, celui qui a consacré sa vie à Jean Moulin, il dit lui-même qu'il a appliqué pendant 2 mois le statut des Juifs avant... Bon. Daniel Cordier. Daniel Cordier, merci. C'est pas moi, c'est lui qui l'écrit dans un article d'Annales, la Grande Revue d'Histoire. C'est affreux de dire ça. C'est affreux de le lire. C'est-à-dire que tout ça fait qu'en effet, on a envie de redistribuer un peu les choses et de dire que cet État protecteur ne suffit pas aux citoyens. Et que le peuple d'en bas, enfin, le peuple de France, lui est important, et pas seulement l'État. Les discussions d'aujourd'hui, hein. Et que c'est ce petit peuple de France qui tend la main, qui sauve, qui cache. J'en suis l'héritier, j'en suis le bénéficiaire, mais les statistiques des justes le montrent, ce sont pratiquement tous des petits paysans des campagnes, des montagnes, beaucoup de religieux, beaucoup de croyants, beaucoup de catholiques, de protestants, beaucoup de bonnes sœurs, beaucoup de curés qui tendent la main et qui cachent. Parfois ça se passe pas bien, on veut convertir, etc. Ça existe aussi, mais très souvent ça se passe très bien aussi. Et c'est au fond cette espèce de déséquilibre qui se produit, puisque par exemple, lorsque j'ai travaillé sur l'affaire Dreyfus, sur laquelle j'ai écrit quand même plusieurs livres chez Gallimard, je montrais à quel point l'État a défendu les Juifs. Et c'est très frappant quand on voit les archives locales, on voit les soldats, les policiers qui se font massacrer pour défendre des Juifs. Ils se font attraper par les foules en hurlant, qui font tomber les cavaliers, qui leur tapent dessus, les blessés, quasiment des morts, pour défendre les Juifs. Donc l'État défend ses concitoyens. Puis il y a Vichy, il ne les défend pas. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Évidemment, Vichy, c'est plus la France, comme l'a dit Chirac, comme le dit Mitterrand, comme le dit Emmanuel Macron. C'est autre chose, en effet, l'occupant est là. Ce qui est embêtant, c'est que l'État, les hauts fonctionnaires sont les mêmes. Mais c'est plus l'État, c'est un État qui fonctionne... C'est Jacques Chirac qui, le premier, a dit cela, et c'est le dernier chapitre de ce livre. Jacques Chirac a dit, en effet, c'est tout à fait essentiel, que Vichy, c'est la France, mais Vichy, c'est l'État français, mais c'est l'État qui obéit aux forces du mal. C'est beau comme expression. Et le président Macron, il y a 1 an, a dit la même chose. Le Vichy, c'est l'État, mais c'est l'État qui adhère à Je suis partout, à Darquet de Pellepoix, à Céline. C'est donc pas l'État à la française tel que normalement il devrait être. Donc par une sorte de tour de passe-passe, ce livre se conclut là-dessus, en disant quand même que l'État de Vichy n'est pas l'État, donc mon État, il reste quand même possible, même s'il est tout de même devenu plus ambigu. Alors malheureusement, la situation sanitaire nous impose une limitation de la durée de cette conférence, mais qui est, comme j'ai entendu, la première tenue, selon l'adjectif très laid, en présentiel. Mais malgré tout, nous voudrions quand même vous céder la parole pendant 10 minutes pour des questions. Ah, je pense qu'on vous invite à vous présenter devant le micro. C'est le long chemin de la gloire. De la gloire.
J'ai vu, M. Birnbaum, dans d'autres livres qui présentaient que vous aviez des relations amicales avec mon ancien professeur, directeur de thèse, Raymond Aran, avec qui j'ai travaillé jusqu'à sa mort en 1983. Mais ce n'est pas la question. Je lui dois tout, si je peux dire un mot là-dessus. Plus que des relations amicales, je lui dois tout. Voilà. Je vous ai répondu, vas-y. Et également, vous avez des relations, j'ai vu dans ce livre, avec Dominique Schnapper, sa fille, sociologue, qui était d'ailleurs déjà ici à l'Institut Pierre Werner, n'est-ce pas? Je déteste ces masques, mais... Je vais vous demander, poser une question à propos de ce qu'on appelle peut-être, ou souvent, l'esprit de Vichy. Est-ce qu'il y a quelque chose de ce qu'on appelle l'esprit de Vichy, entre guillemets, de spécifiquement français? Il y avait, on parlait dans d'autres pays de l'appeasement, n'est-ce pas, qui était une sorte également de mal ou de maladie. Mais cet esprit, est-ce que vous pensez qu'on en retrouve des traces au niveau des mentalités, la mentalité, je ne sais pas, nationale peut-être, dans d'autres pays, en Europe, à l'époque ou même plus tard, et qu'est-il devenu cet esprit de Vichy, s'il existe? Merci. Je vous remercie beaucoup de cette question, mais je suis vraiment incapable d'y répondre. J'aurais dû me présenter, c'est impoli, Armand Kless. Je suis véritablement incapable de répondre à une question pareille, parce qu'elle impliquerait des travaux comparatifs sérieux. Toutes ces sociétés ont été occupées, enfin toute l'Europe presque, par l'Angleterre, a été occupée ou presque. Il y a des systèmes de collaboration qui sont mis en place un peu partout. Il y a des différences énormes, bien sûr, dans certains pays, comme le Luxembourg, je crois, les chefs d'État sont partis. En France, il ne part pas, il reste et il prend ça à sa charge. Enfin, c'est-à-dire que le régime de Vichy a quand même un exceptionnalisme. Il y a peu de sociétés en Europe qui collaborent, dont l'État collabore, avec un semblant d'autonomie, d'indépendance presque. Il n'y en a pas beaucoup, je crois que c'est peut-être même la seule, je ne sais pas. Puisque l'État reste un État, et l'État vichiste est très désireux de maintenir son autonomie, son indépendance, sa force, sa structure, d'apparaître comme un État puissant, non pas à la botte des Allemands, même s'il applique une politique. Donc il doit y avoir, j'ai beaucoup de mal à vous répondre, une spécificité. Elle n'est pas liée à la France, à ce qu'est la France, évidemment. Elle est peut-être liée au fait qu'il y a un État très fort, ça c'est sûr, et que cet État... les Allemands, finalement, ont tout intérêt à ce qu'il reste en place, parce qu'il fonctionne très bien. Et l'administration est là, ça fonctionne bien. Vous voyez, j'ai retrouvé dans mes archives, c'est absolument incroyable. Vous avez des archives sur mon père ou sur moi-même, il y a une correspondance entre Paris et Lourdes. En 1943, ils ont autre chose à faire, vous voyez. Ils ont vraiment d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter. En 1943, vous trouvez des rapports de police qui s'échangent entre Paris et Lourdes. C'est-à-dire que l'administration fonctionne. Oui. Ça fonctionne très bien, c'est incroyable. Oui. Les lettres fonctionnent, enfin, c'est tout à fait étonnant. Mais je n'ai pas répondu à votre question, je sais bien. Ça mériterait beaucoup de travaux comparatifs. Il y a à la fois une spécificité, puis une situation commune, partagée par tous, partagée par d'autres sociétés, bien sûr, qui est celle de l'occupation, de la domination, sans pitié des Allemands, enfin des armées nazies, sans pitié. Il faut des mentalités, pour reprendre le concept de Fernand Braudel. Je suis incapable, je vous déçois, mais je suis incapable de vous répondre. Mais c'est une belle question. Y en a-t-il une autre? Que les gens passent en ordre de grandeur. Bonsoir, je suis Renée Wagner, historienne. C'était très intéressant pour moi, cet entretien,
Et vous avez parlé donc de ces gens qui ont aidé à cacher des enfants, à cacher des gens juifs. Et je me suis posé la question, d'un côté, est-ce qu'il n'y a pas chez ces catholiques, protestants, aussi cette idée de la République, que ça se mélange peut-être un petit peu, parce que c'est quand même un peu étonnant. On sait quand même que dans le monde catholique, il y a de l'antisémitisme, etc. Et d'un autre côté, j'ai moi-même entendu des témoins qui ont dit ces paysans qui nous ont cachés, il n'était pas si un but d'antisémitisme que dans d'autres pays. Et ça, c'est ma deuxième question. Si on compare la France avec d'autres pays, il y en a, comme la Belgique, où beaucoup d'enfants ont été cachés, et il y a quand même le Luxembourg qui est aussi très orienté vers le catholicisme, où on n'a pas apparemment caché beaucoup d'enfants. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer ces tendances différentes? C'est une autre question tellement compliquée que je ne suis pas capable non plus de répondre. C'est une question importante, mais je n'ai pas d'éléments statistiques pour le montrer. Il n'existe pas d'analyse comparative vraiment des enfants cachés. Il y a énormément de travaux sur différents pays. Il n'existe pas de livre qui saisisse les différentes variables, qui puisse expliquer pourquoi ils ont été davantage cachés ou par qui dans tel pays et dans tel autre. J'ai quand même envie de dire que non, je ne pourrais pas dire des choses précises, mais parce que c'est à la fois par républicanisme peut-être, c'est par foi dans l'autre simplement, je pense que ces paysans ont caché. C'est moins la République qui les a fait agir, je crois, je sais, j'ai dit ça avec beaucoup de prudence, hein. C'est moins la République qui les fait agir, qui leur fait prendre un risque, qui n'est pas un risque énorme, il faut comprendre ça aussi. Ça va vous paraître étrange, mais le plus grand nombre de justes en Europe se trouve dans la société la plus antisémite. C'est la Pologne. Aujourd'hui, à Yad Vashem, ce sont les Polonais qui sont de très 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 loin. La proportion de justes, c'est chez les Polonais qu'on les trouve. C'est eux qui ont sauvé le plus de juifs. Or, c'est eux, vous savez que malheureusement, en 1940, il y a 3 millions de juifs en Pologne, et en 1945, il en reste 30 000, je crois. 3 millions à 30 000. 3 millions à 30 000. Et il n'empêche que ce sont à Yad Vashem, en Israël, ce sont les justes polonais qui sont les plus nombreux. Or, les justes polonais, eux, risquaient immédiatement d'être abattus. On le sait. C'est-à-dire un paysan polonais qui cache un juif, il est tué sur place. On le sait. En France, il n'y a jamais eu une personne en France, là on le sait aussi, il n'y a jamais eu une seule personne en France qui a été fusillée pour avoir caché un juif. Aucune. Aucune personne n'a même fait, je crois, de prison. Enfin, vous voyez. Donc c'était un risque, mais un risque limité peut-être. Ça n'ôte rien au courage, hein. Mais je pense que c'est plutôt la rencontre de l'autre, la foi dans l'autre, des campagnes qui restent encore des phénomènes de sociabilité, où on donne la main, comme on m'a donné la main, comme on me la donne encore maintenant quand j'y vais. Et là, Pieyote, tu nous donnes la main. Vous voyez. C'est-à-dire, c'est une expression forte. Alors, est-ce que cela survit dans la France d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais c'était dans la France du XIXe siècle ou des premières moitiés du XXe siècle. Il y avait encore de forts réseaux de sociabilité des campagnes. Et probablement qu'ils justifient, enfin, ils expliquent en partie ces formes d'aide. C'est très compliqué. Vous avez cité la Belgique. La Belgique est un des pays où il y a le moins de déportation des Juifs. Mais juste à côté, la Hollande, c'est le pays où il y a le plus de déportations de toute l'Europe, pratiquement. De toute l'Europe. De toute l'Europe. Alors les Juifs polonais sont les plus intégrés de toute l'Europe. Les Juifs hollandais sont les plus intégrés, les plus intellectuels, les plus bourgeois
Anne Frank, les plus bourgeois, les plus littéraires, des psychanalystes, des médecins, sont totalement intégrés à la société hollandaise, voyez. Depuis Spinoza, oui, depuis des siècles. Et c'est là où le taux de déportation est le plus fort. Ça veut dire que le taux d'aide est le moins fort, vous voyez. Le taux de personnes qui donnent la main. Et près de 80% des juifs hollandais sont déportés. 80% des juifs. En Europe de l'Ouest, c'est le plus fort de pourcentage, vous voyez. En France, c'est beaucoup, mais c'est 73 000 sur 350 000, comme ça, quoi. C'est important, mais c'est quand même pas 80%, vous voyez. Il faut que des collègues et que des jeunes lancent des thèses, des travaux. C'est très compliqué comme sujet, parce qu'il y a des tas de variables multiples qui expliquent cela. Et c'est à dessein que je cite l'exemple hollandais qui est ahurissant, puisque c'est le lieu où l'intégration a été la plus forte, probablement, dans la société hollandaise, vous voyez. Ils sont hollandais totalement, ils sont hollandais depuis des siècles. Nous devons malheureusement nous arrêter là. Le temps qui nous est imparti par le Covid vient de toucher à sa fin. Merci beaucoup d'être tous venus dans ces circonstances et d'être restés masqués pendant toute la conférence. Merci beaucoup Pierre Birnbaum d'être venu présenter ce livre. Merci beaucoup encore et bonne soirée.